Le son est... Voilà, effectivement, il y a une petite inversion de son. Bienvenue à ceux qui ont déjà rejoint le live. On vous a dit ce soir, le but c'est de faire un live assez bref. On ne dépasse pas 10h30. On va pouvoir aller vite, ensuite se reposer. Mais en attendant un petit peu ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure qu'on finit le film, ce qu'on vous proposait, c'est de pouvoir donner vos impressions dans le chat. Voilà, on a les premiers messages du chat qui arrivent. Voilà, un film très poignant, nous dit Mahogany Sigo. Ça a été un film très poignant, magnifique. C'est vrai que c'est un film très poignant, hein. On voit bien, c'est un film qui prend aux tripes. Et... Parce que en fait, c'est un témoignage. C'est une histoire vraie. C'est pas un conte de fées, non, comme on l'a bien vu. C'est vraiment un film qui nous prend aux tripes, qui nous enseigne quelque chose. On va en parler, hein. On va reprendre ça, effectivement. Non, mais tout à fait, c'est l'histoire. On sent tout le vécu hein, de ce Bart Miller qui nous est raconté dans ce film. Et d'autant plus poignant avec la parole de Scott, là, son manager, hein, qui a dit c'est quand tu toucheras cette vérité que tu pourras toucher les gens, quoi. Donc là, on en a les fruits. Absolument. Nous, on arrive après tout le travail de Bart sur lui-même. Et alors bien sûr, il y a quelques libertés qui sont prises par rapport à l'histoire de Bart, puisque raconter en 1h30 l'histoire d'une vie, il y a forcément un peu des scènes qui sont condensées, mais moi je vais lire un petit peu le témoignage plus écrit et en interview de Bart Miller, et globalement c'est assez fidèle en fait, en tout cas sur le mouvement et sur les étapes clés, même si parfois ils ont condensé certains passages pour le besoin de la narration, quoi. Alors n'hésitez pas à nous donner encore vos réactions, hein, vos impressions, un mot, qu'est-ce que vous retenez de ce film, enfin, qu'est-ce qui vous a touché. N'hésitez pas à le faire sur le chat, en direct, hein, de manière à ce qu'on puisse s'appuyer un peu aussi sur vos réactions. On va commencer ensuite notre relecture à proprement parler. Vous voyez, on attend quelques minutes que ceux qui ont commencé un peu plus tard le visionnage nous rejoignent. Mais à 22h, avant 22h, on va commencer ce temps de reprise un peu sur la question du pardon, qui est un peu le thème central du film, évidemment. On voit que c'est une question de toute façon qui traverse un petit peu chacune de nos vies finalement, hein. C'est aussi pour ça que le film il est touchant pour nous, c'est-à-dire que nous avons, et heureusement pas tous vécu ce que Bart Miller a vécu, mais la question du pardon qui est derrière. Il y a la question du pardon, et ce qui est très beau, moi, je trouve, moi, ce qui m'a touché dans ce film, c'est la question de l'espérance. On voit bien qu'il n'y a pas de voie sans issue, même une vie dramatique comme celle de Bart, au cœur de la famille. Et on sait bien que dans toutes les familles, je dirais même dans toutes nos familles, il y a parfois des drames. Alors, ils ne sont pas toujours aussi graves que ça, mais n'empêche que ça existe, on le sait bien, on l'entend nous prêtre dans les confidences. Il y a une espérance extraordinaire. Moi, ça me fait penser à cette parole de Saint Paul, hein, cette parole de Saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, « Ayez la joie de l'espérance ». Et en fait, quand on voit ce film, ça donne la joie de l'espérance. Alors, je vois sur le chat, là, un autre, ce que dit Mahogany. Ce qui m'a le plus secoué, c'est le flashback quand le moniteur parle du pardon et qu'il accorde le pardon. Et dit qu'accorder le pardon est une chose très difficile. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a quelques phrases très marquantes hein, dans ce film, à la fois profondes de sagesse et parfois certaines qui sont dures, mais criantes de vérité. Dans la bouche de Bart, notamment. Et c'est toute la complexité qu'on pourra retravailler. Hein, quand il dit à son père converti, il dit Dieu peut te pardonner, mais moi, non. Ah oui, on voit que c'est... Est-ce qu'on va bien voir, c'est que on parle de la voie du pardon, avec ce joli jeu de mots sur la voie en français, mais c'est vraiment un chemin justement. Oui, tout à fait. La voie du pardon est aussi un chemin, et on voit bien qu'il y a des étapes il y a des escales sur le chemin du pardon, et parce que sinon il n'est pas authentique. On ne peut pas pardonner instantanément, il y a tout un tas de... On va peut-être démarrer, hein. Je pense qu'on va avancer. Alors, c'est vrai que déjà rejoints sont là, les autres continueront à arriver au fur et à mesure. Voilà, cette histoire, c'est vrai que cette histoire, elle est assez terrible. Hein, cette histoire, elle est assez terrible.
Elle est même dure, en fait. Il y a quelque chose de très dur dans cette histoire, dans ce qui est raconté. Mais c'est vrai que ce qui est frappant aussi, c'est que pardon, le film fait le choix, semble-t-il, de ne pas nous montrer les scènes violentes, les plus violentes. Il y a parfois un passage un peu délicat avec l'histoire de l'assiette qui est cassée sur la tête de Bart, mais on ne voit pas ces scènes de violence, notamment où Bart est frappé par son père. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Pourquoi un tel choix, en fait? Il y a sûrement plusieurs raisons derrière qui sont là, et on peut d'ailleurs même se réjouir que pour une fois, on ne va pas sombrer dans une espèce de voyeurisme. C'est pas la violence qui est au cœur de ce film, hein. C'est vraiment la question du pardon. Mais je trouve intéressant aussi du point de vue de l'histoire, c'est qu'on voit un enfant d'emblée qui est pas à l'aise. Il y a une tension, il y a un mal-être quand on voit l'enfant en présence de son père, la posture du père, l'attitude de la mère qui aime son enfant, mais qui on la sent pas du tout naturelle. Mais tout est suggéré. Et en fait, je trouve ça assez fort parce qu'on sent qu'il y a un problème, mais on n'est pas capable d'en mesurer l'ampleur. Et ça, finalement, nous, en tant que spectateurs, ça nous renvoie à ce qu'on est capable d'être témoin aussi dans le monde, en général. Parfois, on voit chez l'un ou l'autre un petit peu certains signaux de détresse, et on ne soupçonne pas à quel point, derrière, ça peut être complètement dramatique. Alors, c'est vrai pour nous, mais en fait, c'est aussi vrai pour Bart lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une forme quasiment de négation de ce qu'il vit, évidemment. On va le voir assez souvent dans le film, complètement souriant, avec un grand visage rayonnant, tout ça, etc. Et donc il y a ce décalage entre une situation qui est dramatique, mais qui quelque part est enfermée, elle est sous clé, elle est taboue. Et elle mettra du temps avant de jaillir. Alors quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce qu'il y a un problème de son? Je ne sais pas. Enfin, on laisse voir ça, Jean-Christophe. On continue. En fait, comment est-ce qu'on peut comprendre que Bart ait supporté aussi longtemps cette situation? Bah, là, évidemment, il y a plusieurs ressorts. La première complexité, c'est surtout que celui qui est le bourreau, c'est son père. Et donc, au-delà de tous les actes de son père, Bart reste attaché à son père. Il y a un lien là où celui même qui me persécute est censé être celui qui m'aime et me protège. Et puis d'autant plus que sa mère est partie, donc il n'a plus son père. La mère, elle a fui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que donc, bon, pour l'aspect du rapport à son père, ce serait une réduction psychologique, je ne suis pas compétent. Mais en tout cas, effectivement, il y a aussi le fait objectif qu'il n'a pas d'autre horizon, il n'a pas d'autre sortie. En fait. Bart n'a que la vie avec son père, c'est lui qui le fait manger, c'est lui qui en fait prend soin aussi de lui, malgré tout. Ouais. Et donc il n'a pas d'échappatoire, il est enfermé dans cette relation. La seule chose qu'il va vous retrouver, c'est de se réfugier un peu dans la musique. Mais quand il est jeune, c'est juste des petites parenthèses pour échapper temporairement à une situation, mais ça revient ensuite à la figure. Et donc il ne peut pas se confronter à son père, parce que c'est la seule branche qui le tient, en fait. Donc personne ne peut scier la branche qui le maintient debout, sinon c'est la chute dans le vide. Absolument. Alors qu'est-ce qui peut expliquer justement que le changement d'attitude de Bart, en fait? Comment est-ce qu'on peut comprendre quel est le déclic qui se produit chez Bart pour avancer, pour changer d'attitude par rapport à ça? On voit dans le film, il y a un premier changement juste après la première représentation qu'il va faire de chant en public. Hein, vous voyez, cette professeure assez extraordinaire qui a su repérer un talent chez lui et qui va très finement et fermement le pousser à faire éclore ce talent. Ouais. En fait, elle fait l'inverse de ce que le père de Bart fait. Le père de Bart a enfermé Bart dans le passé du père. Voilà, il lui reproduit toutes les souffrances. Elle va être complètement tournée vers Bart et le pousser en avant avec fermeté, avec persévérance, mais sans jamais de violence. C'est vraiment un exemple de maturité, cette femme-là. On voit vraiment, elle est là pour donner la vie en face d'elle. C'est une très bonne pédagogue, on pourrait dire. Et lui, il va tout faire pour essayer de fuir. Il refusera, il dira qu'il n'est pas compétent, qu'il n'est pas capable, etc., etc. Elle va clouer le bec en disant arrête de te chercher des excuses, elle va même le pousser sur scène au dernier moment, c'est assez drôle. Mais on la voit le faire ça avec un grand sourire. C'est vraiment celui d'une mère, quoi. Ouais. Et il découvre en fait finalement à travers ses attitudes des richesses en lui qu'il ne soupçonnait pas juste quelques secondes avant. Donc pour la première fois de sa vie, il a un autre appui que juste son père et le rêve de son père, justement. Et donc c'est après cet épisode que Bart va dans un petit déjeuner avec son père commencer une première confrontation avec cette phrase assez cash où il dira à propos de sa mère en disant on ne pourra jamais lui reprocher de t'avoir quitté, moi je t'aurais quitté aussi. Voilà. Et on voit qu'il arrive enfin à s'être confronté à son père parce qu'il a quelque part d'autre une autre sécurité, un autre horizon.
Oui, tout à fait. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut finalement c'est la découverte de ce talent hein, pour Bart qui découvre ce talent grâce à cette prof. Est-ce que c'est ça en fait sa libération? C'est pas encore complètement sa libération. En fait, c'est un sursis, c'est une bouffée d'oxygène pour lui. Mais on va voir que Bart, assez vite, en fait, il va s'enfermer lui-même dans ce talent. Le père l'avait enfermé, et là maintenant, c'est Bart qui s'enferme tout seul. Il va s'en emparer, il va le travailler, mais tout ce qu'il investit, c'est déconnecté du reste de sa vie. C'est vraiment coupé du reste. Et il va être incapable, par exemple, d'accueillir l'aide de Shannon, malgré aussi le côté un peu Et maladroit. Shannon, de c'est celle-ci. cette petite fille qui, enfin, c'est étonnant. Du hein, coup, elle est qui- devenue grande à ce moment-là, mais Oui, ouais, alors, évidemment, mais celle qui, quand on l'a, faut le rappeler, hein, c'est voilà. celle qui était la petite amie de Bart et Elle est- qui lui a fait d'ailleurs, lui a dit quand je serai grande, Voilà, je me marierai avec présente, toi. fidèle, Ouais. présente, fidèle, Et donc il n'arrive pas, effectivement, la lettre de Shannon, il n'arrive pas à l'accueillir, c'est pas possible. c'est pas possible pour lui. Et il y a cette espèce de paradoxe entre un Bart qui du coup va être brillant, rayonnant, plein d'énergie, audacieux, pouvoir mettre en branle Ouais. son groupe de musique, et pourtant aucune fécondité. Ça tourne en rond, il n'y a rien qui fonctionne. Finalement, d'ailleurs, c'est l'échec qui va arriver face aux producteurs, là, du petit groupe de producteurs. Il va entendre des paroles les pires qu'il peut imaginer. Hein. T'es loin d'être au niveau, nous on vit dans la réalité, il faut affronter la réalité, et le fait est, tu n'es pas assez bon. Et ce sentence lapidaire, rentre chez toi. En gros, c'est là où toutes les paroles de son père remontent à la surface. Il a passé sa vie à fuir ce père-là, et en fait, il était juste dessous, sous la croûte, quoi. Alors, il tente de garder une attitude gagnante avec cette phrase qui semble belle en disant mais s'il faut bosser plus dur que les autres, c'est bon, on le fera, dites-moi ce que je dois faire. Mais ça suffit. Alors quelqu'un nous dit dans le chat que on sent qu'après son accident, le privant de sport, il n'a plus rien à perdre face à la déception envers son père. Ça semble le libérer. Ça joue un petit peu ça? C'est peut-être ça, on pourrait s'imaginer. En même temps, on voit qu'après l'accident, quand il va vouloir se mettre dans un autre cours, parce qu'il lui faut un autre cours, il ne peut plus être joueur de football, et que la professeure va lui proposer de prendre ce rôle-là, il arrivera en disant « Je suis un Miller. Un Miller est un joueur de football. » Et donc là, en fait, non, il est prisonnier encore de ce schéma du père. Il a plus de jambes, il a la colonne pétée, tout ça, etc. Et il dit « Je ne peux pas être autre chose qu'un joueur de football. » Ouais. Ça n'a pas suffi. Il a fallu finalement la finesse de cette professeure pour lui Ouais. montrer qu'il y avait une autre possibilité. D'accord, tout à fait, c'est intéressant ça. Alors après, on a l'impression que il a une énergie incroyable, il sourit tout le temps, il a une audace folle. On pense que c'est un vrai battant. Mais pourquoi est-ce que, en fait, quand il dit s'il faut bosser plus dur que les autres, c'est bon, on le fera. Dites-moi ce que je dois faire. Est-ce que pourquoi cette phrase en fait? Bah, c'est une phrase qui montre un peu l'énergie de Bart et en même temps elle est un peu ambiguë. Vous voyez, aujourd'hui un peu le monde nous pousse facilement à ce genre de réaction, à coups de slogan. Vis tes rêves, ne laisse personne te dire ce que tu dois être. Et il y a quelque chose de beau dedans, mais ça peut être aussi une sorte de fuite en avant complète. Ça peut être un encouragement pour nous, surtout à court terme, même une aide, comme une béquille un peu. Mais le problème, c'est que si c'est une béquille, ça ne me permet pas forcément de guérir. Et si elle s'effrite ou si elle casse, eh ben je retombe par terre si ma jambe, elle, n'a pas été guérie profondément. Et c'est ça, on voit Bart qui est au fond du trou après ce moment-là. Les producteurs lui mettent toute la vérité sous le nez, il s'effondre. Le problème, c'est pas de vouloir travailler, hein, ça c'est pas un problème, au contraire, mais c'est la fuite du réel. Le travail peut être une fuite du réel. Oui, tout à fait, c'est intéressant ça. On voit bien effectivement, hein, ça me fait penser à cette citation des pères de l'Église qui disent une phrase assez puissante à mon avis, tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Oui. Et donc si on n'assume pas la réalité de ce qu'on a vécu, si on essaie de fuir en s'échappant, en construisant un monde artificiel, par la fuite, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans je ne sais quoi, finalement, le risque, c'est qu'on ne va pas arriver à dépasser la blessure et on ne va pas pouvoir en fait rentrer dans le pardon. Tout à fait. Et même avec un projet concret, finalement, un projet réel et concret, peut être une fuite de quelque chose d'autre. Oui, tout à fait. Alors, la fuite du réel. Bert a voulu vivre ses rêves et ils se sont avérés être des rêves en fait. C'est-à-dire que si on veut transformer la réalité en rêve, on se confronte au fait que
ben, c'est toujours pas la réalité. Donc ça, Tout à fait. il y a un souci. Mais cet échec aurait pu être fatal à Barthes. Alors, il y a l'intervention d'une figure qui est quand même très belle, une belle figure paternelle, c'est Scott, le fameux Le coach, Ouais. le coach qui va avoir une attitude importante. Ouais, et c'est lui, en fait, hein, qui va faire le bon basculement. Il a des paroles superbes, deux paroles en particulier en une phrase, des paroles de vérité. Il y en a une qui éclaire la route à prendre et l'autre qui va un peu le guérir. Alors, la première qui éclaire la route, la première qui donne, tu ne dois plus fuir ton passé, tu dois transformer toute cette douleur en inspiration. Et là, tu transmettras quelque chose auquel tout le monde pourra croire. Mais pour y arriver, tu vas devoir affronter tes peurs. Fils, il termine par ce mot, fils, alors qui est Ouais. plus courant pour les Américains, mais ça révèle quelque chose de ce rapport de ce coach à Bart quand même. Il lui montre le chemin en lui disant t'as pas le choix que de repasser par ces lieux de souffrance. En fait, c'est le début du chemin du pardon là. C'est le passage par la vérité de ce qui m'est arrivé. Je ne peux pas m'en sortir si je ne peux pas faire d'abord la vérité. Dans la Bible, quand Jésus insiste encore sur la question du pardon en particulier, c'est pas pour ajouter un fardeau sur les épaules des hommes, évidemment. Hein. C'est pour cette raison-là. C'est nous, on voudrait oublier, on voudrait minimiser, on voudrait dépasser, on s'énerve quand on nous dit qu'on veut revenir sur quelque chose. Mais pourquoi est-ce que j'y reviens? C'est l'histoire ancienne ou tout ça, etc. La raison est simple. Jésus insiste sur le pardon parce que c'est la seule porte de sortie. C'est tout. C'est la seule porte. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a une deuxième parole aussi. Hein. Oui, alors cette deuxième parole, où il poursuit, hein, tu sais Bart, j'ai beau ne pas toujours croire en ta musique, mais je crois en toi, je crois en ton talent, ne lâche pas. Elle est forte, hein, parce que c'est une parole tranchante, mais une parole tranchante qui est comme un scalpel. Hein, pour guérir, elle vient séparer ce qui est de l'ordre de l'illusion et ce qui est de l'ordre du vrai en Bart. Ouais. Et c'est une belle parole, c'est vraiment un beau signe de reconnaissance inconditionnelle. Hein. Je crois en toi. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, même si tu fais des erreurs, on en fait tous, eh bien, ce que tu as de la valeur, et donc tu es capable. Voilà, c'est vraiment l'encouragement inconditionnel qui l'aide à se reconstruire. Et fait par une vraie figure faite de père, mature aussi, on le voit, parce que Ouais. c'est un homme qui va se battre pour Bart, qui va l'aider, qui va le soutenir, mais qui ne cherche pas à le sauver contre ce qui n'est pas sauvable. Il va pas chercher à lui éviter de prendre des coups. Voilà, c'est ça. Il va pas, voilà, il va pas essayer de mentir ou de créer une illusion chez Bart. Tout à fait. Il a un discours de vérité avec lui, mais un discours de vérité qui est accompagné par un vrai soutien, présent, aimant. Tout à fait. Il n'a pas ce discours victimaire du tout. Et donc il encourage à se prendre en main. Et puis, je trouve, ce qui est très beau aussi, je trouve, c'est que cette belle figure paternelle de Scott, elle montre que même si notre père est défaillant, notre père biologique, notre père même adoptif est défaillant, bah, il y a des figures paternelles qui peuvent jouer ce rôle. Et ça, c'est quand même plein d'espérance parce que, effectivement, aujourd'hui, il y a quand même pas mal, on voit dans nos quartiers, hein, il y a pas mal de familles monoparentales. C'est pas facile, hein, il y a des enfants qui sont privés de père, ou un père défaillant, un père violent, ça peut être aussi un père violent par son absence, en quelque sorte, j'ai envie de dire. Hein, il peut y avoir quelque chose de... Et l'espérance qui est derrière tout ça, c'est qu'en fait, des figures paternelles peuvent nous être données par la vie, par la providence. Il y a la figure paternelle de Dieu, bien sûr. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est plein d'espérance et pour les enfants, mais aussi pour les pères. C'est-à-dire que, bah, bien sûr, personne n'est parfait, quoi. Et quand en tant que père, on a conscience de ne pas être parfait, on peut avoir aussi cette confiance en disant Dieu, par la providence, mettra aussi d'autres personnes sur le chemin de mon enfant. Je ne suis pas le seul. Mais alors, en même temps, on voit bien que dans cette étape, avant d'arriver au pardon, n'allons pas trop vite, il y a quand même une étape où Bart, il n'est pas d'abord tourné vers le pardon. D'ailleurs, il le dit, jamais je te pardonnerai. Dieu peut te pardonner, mais moi, je ne te pardonnerai pas. Et alors, il a plutôt besoin de cette confrontation, Bart, Ouais, semble-t-il. la première chose qu'il veut, c'est se confronter à son père. Et ce qui est amusant, c'est enfin amusant, un peu ironique, c'est que quand il arrive dans sa maison et qu'il découvre son père, c'est un peu le choc. Il arrive avec une idée de son père, l'idée qu'il avait avant, et il découvre un réel qui n'a rien à voir avec l'idée qu'il s'en faisait, puisque le père a complètement changé. Alors il y a ce petit temps un peu étonnant où il est déstabilisé, il ne sait pas trop quoi penser, et puis à un moment, la colère éclate, quoi. Il rejette toute l'aide possible de son père. Il a besoin de vider l'abcès, quoi. Voilà, il a besoin de passer avec des paroles qui sont crues, hein, violentes peut-être, mais en fait qui sont d'abord vraies. Hein, par exemple, quand le père reprend cette nuit où il a battu son fils qui avait le dos violet et qui a dû dormir sur le ventre toute la nuit, en disant oui mais tu sais ce jour-là moi j'ai pleuré toute la nuit aussi,
Donc le père dit ça. Le père dit il ça. dit qu'il a pleuré. En disant, voilà, il dit, moi aussi j'ai pleuré du coup cette nuit-là sur ce que j'ai fait. Et Bart lui répond, moi j'ai pleuré parce que j'avais mal. Toi t'as pleuré sur toi. Alors ça paraît violent entre guillemets. On dit, mais quand même, c'est ça. Vrai. Mais c'est une parole de vérité. En fait, les larmes du père à ce moment-là ne peuvent pas justifier son acte. La phrase un peu qu'on prononce souvent facilement en disant, oh, c'est pas grave, je te pardonne. Alors la plupart du temps, c'est le cas. Mais attention, non, c'est grave et c'est injustifiable. On peut expliquer comment le père en est arrivé là et comprendre pourquoi, mais ça ne veut pas dire qu'il est justifié dedans, quoi. Tout à fait. C'est important de dire ça parce qu'effectivement, ça peut être une forme de manipulation. Tout à fait. Moi aussi, j'ai pleuré. Non, mais c'est pas parce que tu pleures, c'est pas parce que je manifeste des sentiments de pleurs, d'émotions, que ça justifie mes actes. Les actes sont injustifiables, c'est très clair. Et la justice, justement, a pour but de dire non, ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. C'est le principe même, justement, de la différence entre excuser et pardonner. Oui. Le pardon, typiquement, s'adresse à une personne qui n'est pas excusable, il y a eu un tort, et le pardon a besoin de la justice comme préalable. Tout à fait. Il demande que la culpabilité de l'autre soit établie. Oui, il y a eu un tort qui a été fait. Oui, tout à fait. On voit bien ce lien entre pardon et justice. Ça, c'est très important de bien le comprendre. En aucun cas, le pardon serait un déni de justice. Tout à fait. Pas du tout. Ouais. Il n'y a pas de pardon sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon. Alors c'est ça, justement, la vision chrétienne, c'est que Ça va le être un terme... dépassement de la justice, mais il passe par la justice. Absolument. La justice, c'est vraiment de reconnaître les torts, de reconnaître la vérité. Amour et vérité se rencontrent, dit le psaume. Justice et paix s'embrassent. Donc, et on voit bien, justice et paix. S'il n'y avait pas de justice, il n'y a pas de paix. C'est vraiment important. Alors, en fait, il est nécessaire que le père reconnaisse sa culpabilité. Alors, c'est souhaitable évidemment, mais il faut que la vérité, en fait, d'abord soit faite pour la victime elle-même avant tout. Et ça peut passer simplement par des discussions avec d'autres personnes, pour elle-même, ou parfois par les instances judiciaires, un tribunal par exemple. Mais si le bourreau lui-même arrive à reconnaître son tort, bah évidemment c'est une aide, c'est préférable, c'est mieux. Mais c'est pas absolument nécessaire. Mais c'est mieux non seulement pour la victime, mais c'est même par contre nécessaire pour le bourreau lui-même. Puisque le fait que la victime puisse pardonner, c'est une chose, mais est-ce que le bourreau peut accueillir ce pardon? Ça, ce n'est possible que si lui-même reconnaît effectivement ses torts. C'est vrai que là, je regarde le chat. C'est merci de tous vos messages sur le chat. Ça enrichit. Et je vois le message de Lucas qui, le chemin du Père vers la rédemption m'a autant touché que Bart qui arrive au pardon. Oui, tout à fait. Il y a vraiment, on voit bien ces deux chemins parallèles. La rédemption du Père, on pourrait dire, et puis le chemin du pardon de Bart. Et en ne lâchant rien sur la vérité de l'acte, en fait, Bart rend service aussi à son père, en ne lui donnant pas une excuse trop facile. Et c'est ce qui va permettre de donner un pardon authentique. Tout à fait. Ouais. Si vous voulez, c'est un peu ce que, si je fais une comparaison avec la vie chrétienne, c'est ce que Dieu a fait pour nous aussi. Ouais. Sur la croix, Jésus donne sa vie, meurt, torturé dans les pires conditions, et là, il prononce un jugement sur le monde. C'est-à-dire qu'il nous montre tout le poids de la laideur du mal et du péché, qui va le broyer, qu'il porte dans sa chair. Il dit voilà le mal. Il n'est pas escamoté, il n'est pas caché, il n'est pas sous un voile. Voilà, il est révélé en fait, le mal. Révélé. Il est révélé sur la croix. Voilà, il est révélé. C'est un instant de justice, et en même temps, Jésus nous pardonne. Le pardon est donné de par Dieu. Mais si Dieu nous pardonne, c'est une chose, pour que l'homme, nous puissions le recevoir, eh bien, il faut également ce petit temps de vérité sur nous-mêmes, ce petit temps qui nous est offert en fait dans le sacrement de réconciliation. Quand je vais au sacrement de réconciliation, évidemment qu'il y a un côté pas agréable, mais c'est ce moment où en faisant la vérité sur moi-même, je reconnais que ce que j'ai fait n'était pas juste et pas bon. Eh bien, le pardon que Dieu m'avait déjà donné, je peux enfin le recevoir et être réconcilié avec lui. Sinon, eh bien, malgré le pardon que Dieu m'a déjà donné, effectivement, je peux m'enfermer dans mon mal ou dans toutes les illusions de fuite que je peux imaginer. Hein, la vérité vous rendra libre, c'est ce que dit Jésus aussi. Ouais, c'est très beau cette phrase de Jésus. La vérité vous rendra libre. Et elle rejoint bien ce désir de justice. Voilà, on peut pas. Je crois que c'est important de bien retenir, et j'insiste là-dessus. Nous insistons là-dessus. C'est vraiment cette dimension de. Il n'y a pas de pardon sans justice, sans vérité. Donc ça veut dire on ne peut pas fuir, on ne peut pas être complice du mensonge. Il faut sortir du mensonge. Il y a un moment, on ne peut pas fuir. La fuite, le fait de replier ou parfois de se dire non mais c'est bon, je passe à autre chose.
Attention à ça. L'image que je trouve très parlante et que j'aime beaucoup, c'est que si on marche sur un lac gelé, un lac de glace, là, comme vous imaginez dans un film, et que on passe au travers de la glace, il y a un trou, on tombe sous l'eau, on peut toujours s'amuser à continuer son chemin sous l'eau. Mais le seul chemin de sortie possible, c'est le trou par lequel je suis passé au travers de la glace. Donc il va falloir passer par cet instant de vérité si je veux être à l'air libre. Sinon, oui, je peux bouger encore sous la glace, mais je ne m'en sors pas réellement, quoi. Non, tout à fait. Alors, donc, on peut dire que cet instant de vérité, c'est peut-être ça le basculement vers le pardon. Alors, mais il y a des dangers qui existent. Hein, je crois que c'est pas aussi simple que ça, en fait. Il suffit pas de la vérité, évidemment, parce que on peut très bien dire je vais t'envoyer tes 4 vérités en face, et je peux tout simplement aussi m'enfermer justement dans un statut aussi de victime, c'est-à-dire face au bourreau, en lui rejetant tout dessus, derrière, mais sans aller jusqu'au pardon finalement. Je vais faire la vérité sur ce qui m'est arrivé, mais je vais continuer à vivre dans le lien qui a été créé de la situation reconnue. Et je ne vais jamais m'en sortir. Le pardon, c'est celui qui arrive à aller jusqu'à ne plus bâtir sa vie sur cette blessure, sur l'offense qui a été faite. Et dire en fait, les comptes sont soldés, la dette est terminée. Il y a eu véritablement quelque chose qui est clos. Et donc on peut se complaire et rester prisonnier de son statut de victime longtemps. Et pour Barthes, il y avait même un autre piège, c'est que son père, comme il était changé, transformé, quelque part, il lui a volé cette possibilité d'être victime, quelque part, parce qu'il se retrouve devant un père gentil. Il finit par se transformer. Ouais, en tout cas, au moment où il le rencontre, quoi, un peu. Et quelque part, il y a cette tentation, finalement, de se venger et de lui faire payer. Parce que c'est insupportable. Et d'abord, effectivement, il y a ce sentiment en disant que ce serait injuste, que ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Ça, c'est la tentation. Et du coup, me faire payer, payer, payer. Et en réalité, je reste toujours prisonnier de celui qui m'a fait souffrir, même si j'ai réussi à inverser le rôle. Et donc, je deviens le bourreau de mon bourreau à la suite. On rentre dans ce qu'on appelle le triangle dramatique. Tout à fait. Mais effectivement. Mais c'est vrai qu'on voit bien, c'est dit dans le chat, hein, c'est vrai que dans ces situations, on voit pas bien comment, dit quelqu'un là dans le chat, on peut être capable de pardonner. Et c'est là où on voit que le pardon touche quelque chose de surnaturel. En fait, la raison pour laquelle on peut pardonner, c'est bien sûr d'abord parce qu'on reconnaît l'offense, qu'en justice, l'offense est reconnue, même si elle n'est pas reconnue par le coupable, par le bourreau. Le rôle de la justice, d'ailleurs, parfois permet justement de jouer ce rôle de la reconnaissance, de l'objectivation du drame. Il y a une offense qui a été faite, ça c'est une étape essentielle, mais elle n'est pas suffisante. Et on voit bien que c'est parce qu'on regarde la croix du Christ, c'est parce qu'on voit que celui qui aurait toutes les raisons de ne pas pardonner l'a fait. Hein, pardonne, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, dit Jésus sur la croix. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de surnaturel, c'est sûr. Il y a pour les personnes qui ont la foi cette aide immense, parce que pardonner, effectivement, je prends un exemple concret, on m'a coupé un bras, je peux pardonner, mais j'ai toujours pas mon bras à la fin, quoi. Donc en fait, je suis lésé. Il y a quelque chose d'un manque qui est là, et ma dette, qui va me la payer? Alors la chance d'un croyant, c'est que dans la foi, il y a cette sécurité qui est de dire Dieu, lui, est capable de faire toute chose pour moi. Et donc même si j'ai, je dis dans l'exemple de pas un bras, mais eh bien rien ne me manquera dans la vie. J'ai cette assurance. Donc je suis suffisamment sécurisé et fort pour dire du coup je ne réclame pas la dette à l'autre. Je ne réclame pas la dette à l'autre. Mais je ne la réclame pas tout en ayant d'abord constaté cette dette-là. Donc là, il y a une chance des croyants dans ce domaine. Après, je me dis une autre étape, hein, c'est mentionné dans le chat aussi, hein, la peur du recommencement peut nous enfermer dans ce statut de victime, de souffrance et de haine. C'est une question. Oui, bien sûr, c'est sûr que la première chose, c'est de faire cesser le mal, bien sûr. Hein. Ça, c'est le drame dans les situations d'abus, de violence, notamment à l'égard d'enfants. La première chose, c'est de faire cesser et de neutraliser l'agresseur. C'est évident. Ce qu'on disait, le pardon ne sera jamais une minimisation du mal qui est fait. Au contraire, il faut passer par la case de la justice, au sens au moins prononcé et reconnu, que ce soit par l'appareil judiciaire officiel ou d'une autre manière. Et donc protéger. On peut pas. Le pardon n'est pas l'autorisation à un mal de perdurer. Quand je pardonne quelqu'un, c'est pas tu peux continuer à faire du mal. C'est pour clore le mal. Mais ce qui est intéressant aussi, par rapport à la question, c'est que effectivement le piège, on l'a déjà évoqué, il y a plusieurs. Avant d'arriver au chemin du pardon, justement, il y a tout un tas de pièges, de voies sans issue. Et une des voies sans issue, c'est effectivement le statut de victime. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose de très actuel. On voit bien qu'on pourrait se complaire dans une victimisation.
On voit bien, notamment, je pense à l'indigénisme, à des choses de ce genre-là, parfois. Voilà, C'est délicat, mais oui. On voit Bart a une phrase absolument terrible hein, quand il parle à Scott justement au moment du basculement là. ouais. Et il dit mon père m'a battu, je vais devoir vivre toute ma vie avec ça. Et en fait, ça montre la profondeur. Il n'en avait jamais parlé à personne, lui-même, je ne sais pas s'il pensait souvent, mais c'est une évidence qu'il ne pourra pas s'en sortir. Il y a une espèce de fatalisme. En fait, sa vie a été construite autour de ça, depuis sa tendre enfance. Donc, en fait, arriver à donner un pardon, c'est dur, parce que c'est une énorme remise en question, apparemment. C'est ce qui, normalement, a structuré ma vie, il va falloir que je le dépasse. Mais comme on le disait tout à l'heure, en fait, le pardon est le seul moyen de regagner la liberté. C'est le moment où je dis au bourreau, en fait, c'est pas toi qui es responsable de mon bonheur, parce que tu as voulu faire mon malheur, mais je suis libre aussi par rapport à ça. Donc, en passant par cette question justement de la justice, hein, de reconnaître ce qui a été fait, dire en fait, tu n'es plus celui qui est responsable de ce que je vis aujourd'hui. Et ça, il y a une force de la liberté humaine de pouvoir le faire, mais il faut des immenses ressources. Il ne faut pas négliger. Alors justement, effectivement, hein, comment trouver ces ressources? Les ressources, on l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit aussi, dans les personnes relais, là, cette figure de Scott, cette professionnelle aussi, cette enseignante qui l'a aidé, voilà, donc des personnes qui vont pouvoir l'accompagner et l'aider à dépasser ses problèmes. Il y a aussi le fait de pouvoir trouver en soi d'autres points d'appui, comme on l'a dit. Il ne faut pas être assis que sur une seule branche, sinon c'est impossible. Mais je pense que par-dessus tout, et ça c'est la chose la plus importante à bien retenir, c'est la question du temps, en fait. La question du temps. Le film est assez beau parce que à la fois tout se joue en quelques instants, mais en réalité c'est le travail de toute une vie. Ouais. La chanson est écrite en 10 minutes. Voilà. Mais en fait, il faut une vie, hein, c'est ce que dit. Ce que dit l'animatrice au début. Oui, Amy, mais je pensais je viens de perdre le nom du chanteur, Bart. Bart. Bart Millard, effectivement, il dit je l'ai composé en 10 minutes. Et Amy lui répond non, il t'a fallu toute une vie. Oui, bien sûr. En fait, c'est les 10 minutes, c'est le moment où tout surgit, où le bourgeon va éclore, mais en fait, il était en germe depuis un temps incroyable. Il a fallu ce temps-là. Ouais. Le temps, on dit, hein, j'aime beaucoup cette phrase, le temps est la première des miséricordes de Dieu. Il ne faut pas le sous-estimer. Et je refais la comparaison avec le sacrement de réconciliation. C'est la même chose. En fait, le sacrement de réconciliation, je vais cueillir le fruit, mais de quelque chose qui était en travail depuis parfois des années. La miséricorde de Dieu, elle est déjà à l'œuvre dans ma vie. C'est déjà elle qui me façonne, qui m'accompagne et qui me conduit jusqu'à ce point-là. Il est indispensable parce que c'est là où je vais cueillir le fruit, sinon je ne l'ai pas. Mais c'est pas là où il a poussé. Et c'est vrai que je vois bien, là, dans le sacrement du pardon, il y a parfois un cheminement. Je pense par exemple à des personnes qui ont été victimes de choses très graves, donc qui ont du mal à pardonner, ce qui est tout à fait logique. Ouais. Dans ce cheminement qu'elles vivent, il y a parfois le fait de commencer déjà de reconnaître que je dois moi-même demander pardon à Dieu, justement de m'être peut-être entretenu dans ce sentiment de victime, dans cette attitude victimaire. Et c'est peut-être parfois une première étape, alors, voilà, sans aucun jugement dans ce que je dis bien sûr, une première étape pour avancer, pour cheminer. C'est le drame parfois des victimes, effectivement, qui se retrouvent doublement victimes. Victimes d'abord d'un bourreau et ensuite victimes d'elles-mêmes en donnant un accueil à cela. Ça paraît terrible de le dire comme ça, effectivement, mais il y a cette fragilité humaine où finalement on peut dire, en fait, donner une acceptation à ce que j'ai reçu, ce que j'ai vécu. Or, le but justement du pardon, ça va être de prononcer, on a dit, cette parole de vérité pour dire un non au mal et ensuite un non à la vengeance. Et c'est de là que peut germer la liberté véritable. Et puis, c'est un chemin, et je me reviens à cette parole du pape François, très belle dans La joie de l'Évangile, où le pape François dit « Ce n'est pas Dieu qui se lasse de pardonner, c'est nous qui nous lassons de demander pardon. » Et c'est pour ça que, en fait, le pardon, c'est un chemin, c'est une voie, VOIE, c'est un cheminement pour nous. Et moi, je crois qu'on pourrait peut-être terminer, parce que là, on arrive à 22h30, ouais. Terminer en disant que, de fait, si Dieu a permis que dans les 7 sacrements, et notamment les 3 sacrements de la guérison, les 2 sacrements de la guérison, il y ait le sacrement du pardon, ben c'est justement nous aider nous-mêmes à rentrer dans ce chemin du pardon. Et on ne peut qu'être encouragé à tirer parti de cette ressource que l'Église nous donne, que le Christ nous donne, ouais.
en allant, en vivant cette expérience qui aide à mettre des mots dans le sacrement du pardon. Ouais. C'est faire sortir les choses, c'est être juste. Parfois le prêtre est celui qui va aider la victime à reconnaître la gravité de l'offense qui lui a été faite. Oui. Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises, cette attitude. Mais en tout cas, on ne peut qu'encourager chacun de nous à rentrer dans ce chemin du pardon qui passe peut-être pour certains d'entre nous en tout cas, peut-être par la redécouverte du sacrement du pardon, qui est peut-être le plus beau sacrement qui existe. Effectivement, comme tu l'as dit, ça fait partie de ces sacrements de la guérison. Et on voit véritablement ici un peu l'enjeu. C'est suite à ces questions de pardon que toute la vie de Barth va pouvoir prendre en fait son envol et la dimension à laquelle elle était déjà appelée. Et pardon à recevoir, pour le cas de la sacrement de réconciliation, pardon à donner, vraiment. Et ça, on le voit dans tout ce qu'on appelle les prières de guérison et de délivrance, passent toujours par là. Le pardon que j'ai à donner à d'autres personnes. On ne peut pas avancer, comme on l'a dit tout à l'heure, en sautant cette étape. Voilà, tout à fait. Bon, eh bien, écoute, merci pour cet échange. Et puis, je propose que peut-être on termine ce temps d'échange autour de ce film. Un Notre Père. Le Notre Père, on va dire lentement, très lentement, pour bien peser les mots. Et puis, voilà, on est vraiment avec le désir, quand on dit comme nous pardonnons aussi. Parfois, on peut dire aussi comme nous voulons pardonner, parce qu'effectivement, parfois, justement, si on n'est pas capable de pardonner, eh ben, on dit, Seigneur, donne-moi la grâce un jour de pardonner. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir à tous, bonne nuit, à bientôt.